Le sujet Gaudi, en fait, est né dans le cadre d'une discussion entre le président du Musée national d'art catalan et la présidente du musée d'Orsay d'alors, Laurence Descartes, parce que ça faisait déjà quelques années qu'il n'y avait pas eu d'exposition sur Gaudi à Barcelone. On s'est vraiment rendu compte que d'une part, Gaudi avait été très peu exposé en France, pas forcément fait l'objet d'un travail approfondi sur l'ensemble de sa carrière, et puis d'autre part qu'il y avait quand même autour de Gaudi une spécificité qui fait qu'il s'inscrit dans le mouvement du modernisme catalan, comme il s'inscrit dans la nébuleuse de l'Art Nouveau, mais il reste toujours atypique, toujours personnel, toujours lui. Et donc on a eu envie vraiment de se concentrer autour de cette personnalité artistique particulière. D'abord, nous avons fait appel à un scénographe qui a tout à fait compris notre synopsis, c'est-à-dire le déroulé de l'exposition que nous voulions, c'est-à-dire une exposition qui soit à l'image de Gaudi relativement organique, dans le sens où on passe d'un sujet à un autre de façon souple, c'est-à-dire arrondie. Gaudi, c'est quelqu'un qui n'aime pas les angles. Quand on regarde par exemple la chronologie de ses constructions, on s'aperçoit que tout se superpose et que la Sagrada Familia forme le fil directeur du début jusqu'à la fin. Donc on voulait que l'exposition permette cette compréhension d'un déroulé en fait relativement fluide, j'allais dire, et pas forcément seulement chronologique, mais aussi thématique. On devait bien quand même aussi l'atelier, on pourrait dire mental de Gaudi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait dans sa tête. C'est un peu une exploration de son cerveau de créateur. On démarre quasiment par l'atelier de Gaudi parce qu'on voulait montrer que l'atelier, c'est à la fois l'atelier physique, là où Gaudi travaillait avec tous ses collaborateurs, mais c'est l'atelier mental aussi de Gaudi. C'était très important à montrer dès le départ et à le mettre presque au cœur de l'exposition, c'est-à-dire qu'on repense toujours à cet atelier, normalement, lorsqu'on visite l'exposition. En effet, c'est un atelier à la fois physique, c'est-à-dire qui existait au pied de la Sagrada Familia. C'est là que travaillait et déambulait l'ensemble des collaborateurs de Gaudi, des artisans d'excellence, qui étaient nombreux, mais c'est l'atelier mental aussi qu'on a voulu montrer, c'est-à-dire le fait que Gaudi est quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, qui dessinait relativement peu et qui, par contre, avait besoin de transcrire en 3 dimensions les idées qu'il avait, et notamment grâce aux maquettes. C'est vrai que le fait que les archives aient brûlé en 1936, ça a provoqué un vrai traumatisme dans le milieu de l'architecture et des historiens, puisque, quelque part, partaient en fumée les quelques dessins de Gaudi et toutes les maquettes qu'il avait constituées. Et donc le mystère de Gaudi, peut-être, s'est agrandi, je dirais, avec cet événement, mais il existait déjà au préalable, parce que c'était un personnage complexe, c'était un personnage, à la fin de sa vie, qui apparaissait comme quelqu'un qui était un ascète, donc qui mangeait peu, qui n'avait pas de vie sociale et qui était complètement consacré à la Sagrada Familia. Et puis l'autre mystère, c'est évidemment ses créations, ses constructions, que chaque fois que nous regardons, même pour nous, moi et Lise, on est toujours stupéfaite chaque fois qu'on regarde une nouvelle œuvre de Gaudi, pour la seconde fois, 3e, 4e, 5e, on découvre toujours des choses étonnantes et qui restent mystérieuses. Gaudi a eu accès à des publications, que ce soit des publications de portfolios de photographies ou d'ouvrages directement de référence, et ces publications sont illustrées. On est quand même à une époque avec cette fin de 19e siècle où les images circulent beaucoup, et donc Gaudi a pu voir à la fois les photographies de l'Alhambra de Grenade, où il n'a jamais été, donc c'est pas... Ça aurait été possible dans l'absolu, mais il ne s'y est pas rendu. Il connaît cette architecture par la photographie, par la reproduction, par les gravures. Il accorde énormément d'importance à l'art arabisant qui fait partie de sa culture espagnole. Et en même temps, il accorde énormément d'importance à l'art baroque et plus particulièrement l'art rococo. Or, c'est vrai que l'art rococo, c'est un art qui développe beaucoup de motifs décoratifs autour du vide. Or, quand on regarde les constructions de Gaudi, on s'aperçoit qu'il tourne toujours autour du vide. C'est un vide qui est créé soit par l'escalier, comme dans le Palais Güell ou la Casa Batlló, soit autour de cours, comme par exemple dans la Casa Milà. Et en fait, ce rapprochement entre le rococo et Gaudi
est quelque chose qui n'est pas encore très travaillé, malheureusement, par les historiens d'architecture. Une référence qui nous a semblé parlante, c'est celle à Viollet-le-Duc. Jeanne Viollet-le-Duc, qui est le grand architecte et théoricien de l'architecture français, un peu antérieur à cette génération, dont l'œuvre et la pensée est enseignée et qui vraisemblablement marque Gaudi. On sait qu'il a ensuite conservé justement au sein de son atelier des volumes, notamment des entretiens sur l'architecture de Jeanne Viollet-le-Duc, et qu'il a été marqué par cette pensée. L'église de la Colonia Güell, c'est une commande d'Eusébie Güell pour sa colonia, c'est-à-dire pour une cité ouvrière. Il avait besoin d'une église plus grande que celle qui existait. Il a fait appel à Gaudi. Et Gaudi a démarré par la base de l'église, qui est normale, par la crypte. Et finalement, pour des raisons financières, l'église elle-même ne sera jamais construite. Mais dans le cadre de sa réflexion en fait, sur l'église de la Colonia Güell, il a mis en place un dispositif nouveau qui s'appelle la maquette polyfuniculaire. Il s'agit d'une maquette qui a la particularité d'être inversée, c'est-à-dire qu'au lieu de construire la maquette en empilant des éléments, Gaudi a l'idée de suspendre des cordelettes au plafond, qui vont donc retomber, les deux bouts de la cordelette sont suspendus au plafond, donc ça retombe en faisant naturellement un arc. Et Gaudi module la forme de cet arc pour le tendre vers le haut en y ajoutant des poids, qui sont en général, dans la maquette de Gaudi, des petits sachets remplis de plomb, donc assez dense et lourd. Et le résultat, si vous voulez, de cette forme que l'on avait, pouvait se voir dans un miroir. Et en prenant la photo de ce que l'on voyait dans le miroir et en renversant la photo, Gaudi avait l'expression formelle de ce que permettaient ces reports de charge. Et l'expression formelle, c'est quoi ? C'est tout simplement une sorte de voûte parabolique qu'on pourrait appeler un pain de sucre, qui vont en fait être les voûtes de la Sagrada Familia, qui auraient pu être celles de l'église de la Colonia Güell, mais elle n'a pas été construite. Le but de tout ça, c'est que Gaudi avait donc regardé de près l'architecture gothique, et Gaudi n'appréciait pas l'esthétique néo-gothique et jugeait que le gothique lui-même était imparfait, parce que le gothique a besoin de soutien. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, ce qu'on appelle les contreforts, les arcs-boutants, qui viennent tenir les édifices par l'extérieur, par les côtés. Ce qui caractérise Gaudi, c'est qu'on peut dire que c'est un rationaliste, c'est-à-dire qu'il s'inscrit effectivement dans ce qu'a enseigné Viollet-le-Duc, c'est-à-dire que la fonction de l'architecture donne la forme, et ensuite la forme permet la décoration. C'est-à-dire qu'en fait, la décoration n'est jamais plaquée sur la forme, et la forme n'est jamais gratuite. La forme correspond à quelque chose. Et ça se vérifie dans toutes les créations de Gaudi. Par exemple, on prend les panneaux du vestibule de la Casa Mila que nous avons dans la première salle de l'exposition. En fait, quand on regarde, ce sont des panneaux extrêmement ornés, décorés, mais chaque partie correspond à un besoin. Vous avez des assises qui sont très travaillées. C'est pour que les gens qui attendaient d'être reçus pouvaient s'asseoir et de manière très confortable. C'est toujours très ergonomique, en fait. Et les panneaux de verre, par exemple, les panneaux de verre étaient là pour faire passer la lumière sans que, néanmoins, on voit ce qui se passe de l'autre côté. Donc, c'est du verre cathédral qu'il utilise, qui était un verre tout à fait mis en œuvre dans la seconde moitié du XIXe siècle et très courant. Mais il le travaille magnifiquement parce que ces panneaux de verre, si vous voulez, il le reproduit parfois en panneaux de bois. C'est-à-dire, quand le panneau est opaque, il est quand même travaillé comme si c'était du verre cathédral. Donc, il y a toujours un décor, si vous voulez, qui s'explique aussi par le besoin. Il y a un balancement entre, effectivement, une grande fantaisie, une grande liberté dans le dessin, et c'est visible dès le mobilier pour le Palais Güell, qui est encore relativement tôt dans la carrière de Gaudi, puisqu'on est dans la fin des années 1880. Il imagine du mobilier comme personne n'en fait, avec des courbes incroyables, un parti décoratif qui paraît très fantaisiste et qui l'est, qui est en tout cas très libre. Il joue sur un déséquilibre. On a parfois l'impression, on se demande un peu comment ça tient. Il y a plusieurs choses dans le rapport de Gaudi à la religion. Il y a très certainement une foi personnelle, intime, une conviction et une vie spirituelle tout à
tout à fait riche. Et puis il y a aussi une conviction profonde que l'Église catholique a un rôle à jouer dans la société de Barcelone et de la Catalogne de l'époque, sur un plan aussi social et politique. Et c'est vrai que son travail, en particulier sur la Sagrada Familia, c'est un peu une synthèse de ses aspirations aussi spirituelles et de ses convictions, en proposant ce monument qui est une œuvre d'élévation vers la spiritualité. Puisque tout ce travail sur la structure, sur comment monter ces tours immenses, il y a un gigantisme dans la manière dont ça monte, puisqu'il faut aller au plus près du ciel, donc au plus près de Dieu, c'est l'idée de Gaudi. Dali, qui a été un grand défenseur de Gaudi, parle de pompierisme et d'hyper-réalité. C'est vrai qu'il y a cette dimension d'hyper-réalité qui est bien présente avec sa méthode de travail, par photographie, par moulage sur nature, et par à la fois hyper-réalité dans le sens hyper-réalisme, mais aussi saturation d'éléments issus de la réalité, avec la basse-cour, les dindons jusqu'aux chérubins. Quelque part, cette accumulation d'éléments de la réalité, elle devient tellement déconcertante esthétiquement, tellement foisonnante, et elle crée tellement de formes inattendues qu'elle tend vers l'irréel et donc vers l'immatériel. Et le projet aussi esthétique de la Sagrada Familia, c'est quand même de monter vers cette dilution de la matière. En fait, il permet de continuer la tradition architecturale. Voilà. Je crois que c'est ça le génie de Gaudi, c'est-à-dire il n'est jamais séparé de ce qui s'est fait avant. Il peut annoncer de ce qui se fera, par exemple le plan libre, et au milieu, lui, il est lui-même. Voilà, c'est vraiment tout son génie.